Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 20h ou peut-être un peu moins, ça se trouve si on fait les prolongations. J'espère que vous êtes fin prêts pour cette émission qui va balayer toute l'actualité sportive. Bon, ce soir, je ne serai pas avec Arthur, il nous a prié de l'excuser, il sera là la semaine prochaine. On attendait Seb, donc je ne sais pas s'il va arriver. Enfin bref, sinon je vais me retrouver tout seul avec vous toutes et tous. Donc, bien oui, c'est encore les vacances, donc forcément tout le monde ne peut pas être disponible. Ce soir, on va parler de ce qui s'est passé dans les barrages de la Ligue des Champions. On va parler aussi des barrages de l'Europa League avec Strasbourg également qui continue son chemin. On parlera bien évidemment de ce qui s'est passé pour la deuxième journée en Ligue 1. On s'intéressera bien évidemment à ce qui s'est passé en Dominos Ligue 2 avec le Football Club Sochaux-Montbéliard qui était en déplacement du côté de Lorient. On revisitera également tout ce qui s'est passé pour nos équipes régionales du côté de la Nationale 2 avec la SM Belfort Jura Sud Foot. On basculera ensuite vers le championnat national 3, donc c'était la première journée ce samedi du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, avec tous les résultats. On va bien évidemment s'intéresser aussi à ce qui s'est passé du côté du handball. Ce sont encore les matchs de préparation pour justement toutes les équipes, et on s'intéressera à toute l'actualité sportive. Il y aura des places aussi à gagner pour Sochaux-Nancy. Vous savez que on ne va pas dire que c'est le derby du côté du stade Auguste Bonal ce vendredi, mais c'est un match très important au niveau des supporters et bien évidemment au niveau de l'équipe sochalienne. Eh bien, si on commençait par un petit message, je voulais dédier cette émission sur un plan bien évidemment personnel. Je voulais dédier cette émission à mon cousin Hervé qui nous a quittés il y a un peu moins de 10 jours. Là, j'ai une grosse pensée pour ma famille ce soir. On va maintenant parler de ce qui s'est passé dans les barrages de la Ligue des Champions. Et oui, car il y a les barrages de la Ligue des Champions. Vous saurez que le tirage des phases de poule aura lieu jeudi prochain. Donc on saura qui vont rencontrer les adversaires de nos équipes françaises, à savoir le Paris Saint-Germain, Lille et l'Olympique lyonnais. Mais en barrage, cette fois-ci, c'est bien évidemment les barrages de la Ligue des Champions avec... je vais vous donner juste les clubs qui sont encore en course et les matchs qui auront lieu le 20 août, à savoir l'Olympiakos, c'est-à-dire demain. L'Olympiakos FC Krasnodar, le retour aura lieu le 27 août à 21h. L'Hapoel Nicosie rencontrera l'Ajax d'Amsterdam ce 20 août à 21h également. Retour le 28 août à 21h. Linz ASK, ça c'est un club autrichien qui rencontrera le club Bruges. Pareil, de toute façon toutes les rencontres auront lieu là c'est encore ce soir le 20 août, enfin demain soir plutôt le 20 août à 21h. Donc retour le 27 août à 21h. Il y aura également les Roumains du CFR Cluj qui recevront le Slavia Prague le 20 août, donc ce mardi à 21h. Retour le 28 août à 21h. Le Dynamo Zagreb ce mercredi 21 août, cette fois-ci, et non plus mardi, recevront Rosenborg, retour le 27 août à 21h. Et nos voisins suisses des Young Boys de Berne recevront le 21 août l'Étoile Rouge de Belgrade. Et le retour aura lieu le 27 août à partir de 21h. C'est tout ce qu'on pouvait dire en tous les cas en ce qui concerne les barrages de la Ligue des Champions. On va maintenant regarder ce qui s'est passé en Europa League. Bon, je ne vais pas tout vous détailler parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y aura des matchs ce 22 août et également, c'est tout ce 22 août, ce sera le même jour et les retours auront lieu le 29 août. Mais on va s'intéresser justement à Strasbourg. Strasbourg qui a battu Plovdiv, c'était la semaine dernière. 1-0, ça suffit au bonheur des Strasbourgeois. Je vous propose d'écouter justement le résumé de cette rencontre. Il y est, encore une fois, il jaillit. Zoé qui réclame ce ballon, il l'a finalement, Zoé. La vélo exulte. Et tout Strasbourg entrevoit un peu plus la qualification pour les barrages. Ah bah dis donc, j'ai appuyé sur mon bouton alors. Attention à ce ballon. Et cette frappe, moi qui disais à l'instant que 16 n'avait rien eu à faire depuis le début de ce match. Ça y est, voilà la première occasion pour le locomotive Plovdiv.
Ah, si c'est le Francfort de l'année dernière, ça va être compliqué. Demi-finaliste, demi-finaliste de l'Europa League. Avec un public aussi phénoménal. Alors le public n'a pas changé, mais en revanche les joueurs de Francfort ont c'est ça. changé. On aura l'occasion d'en reparler une fois que Strasbourg sera qualifié. Et le public du Racing, alors, vous l'oubliez? Mais non. Ah bon. Mais non. Mais le match retour est à Francfort. Allez, cette frappe en pivot. Non, il doit la donner à Nuno da Costa, là. Faut être lucide. Guénard. C'est tendu. Et oui, j'étais sur le point de vous dire qu'il a pris des risques, Zvetanov, pour mettre cette tête vers son gardien. Pour aller tirer ce corner rentrant devant le mur bleu. La chenille est en marche. Ça jaillit de tous les côtés, la mine connaît. Et le coup franc pour Gargaron. Et en fin de match, jeudi dernier, frappé au-dessus alors qu'il était vraiment seul. Oh là là, et attention! Oh, vraiment l'occasion là pour aiser. C'est fait pour le Racing Club de Strasbourg. Sans trembler, la formation de Thierry Loret s'impose comme au match aller sur le score de 1-0, mais cette fois-ci à 11 contre 11. Le marathon va se poursuivre pour Strasbourg, qualifié grâce à ce but de Zoé ce soir, qualifié pour les barrages de l'Europa League. Et c'est un sacré duel qui attend désormais le Racing, puisqu'il faudra éliminer l'Eintracht Francfort, récent demi-finaliste de cette compétition. Oui, récent demi-finaliste de cette compétition, il fait bien le préciser, le journaliste de nos confrères de RMC Sport, car la rencontre avait lieu sur la chaîne RMC. Oui, car l'Eintracht Francfort, la saison dernière, avait affronté Chelsea en demi-finale. Bon, elle s'était inclinée, mais en tous les cas, c'est un gros adversaire pour cette équipe de Strasbourg. Mais c'est la Coupe d'Europe, il faut passer ce tour. Donc le match aura lieu le 22 août à 20h, le retour le 29 août à partir de 20h. Donc le match aller aura lieu du côté du stade de la Méno, forcément dans une ambiance qu'on pense qui sera très chaude, et il faudra au moins ça pour soutenir les hommes de Thierry Loret. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les autres rencontres? On peut dire par exemple que Trabzonspor ira du côté de l'AEK Athènes. Quelques gros noms aussi également. Le PSV Eindhoven recevra l'Apollon Limassol. L'Espagnol Barcelone recevra le Zorya Lugansk. Le Celtic Glasgow lui recevra l'AIK Solna. Encore quelques petites affiches avec le Bate Borisov qu'on voit souvent en Ligue des Champions qui se déplacera du côté du FC Astana. Le Partizan Belgrade recevra Molde FK et par exemple les Glasgow Rangers, eux, iront du côté du Legia Varsovie. Je pense que j'ai tout dit sur la Ligue des Champions. Oui, c'est ça. En gros, ce seront toutes les rencontres qui auront lieu donc ce 22 août. Eh bien, on va refermer cette page Coupe d'Europe et on va ouvrir la page sur les résultats des championnats étrangers pour ceux qui ont repris. Eh bien tiens, on va continuer, on était du côté de l'Eintracht Francfort, eh bien on va continuer avec la Bundesliga. Et c'était la première journée ce week-end, ce dimanche 18 août, avec les résultats suivants. Le RB Leipzig qui est allé s'imposer du côté de l'Union Berlin 4-0. L'Eintracht Francfort justement a battu Hoffenheim 1-0. Le Borussia, je vais essayer de bien le prononcer, sinon Arthur va me reprendre. Mönchengladbach et Schalke 04 ont fait match nul 0 partout. Düsseldorf est allé s'imposer du côté du Werder de Brême 3-1. Wolfsburg a battu le FC Cologne 2-1. Le Borussia Dortmund a étrié Augsbourg 5-1. Le Bayer Leverkusen a battu Paderborn 3-2. Fribourg a battu Mayence 3-0. Et ce vendredi donc... excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Ce vendredi, donc 16 août, le Bayern Munich et le Hertha Berlin s'étaient quittés sur un match nul, 2 buts partout. Beau classement, pas de grande surprise. Dortmund est en tête avec 3 points. Deuxième, le RB Leipzig avec 3 points. Troisième, Fribourg avec 3 points également. Et en bas de tableau, on retrouve 16e, 17e, 18e, Mayence, Augsbourg et l'Union Berlin. On va s'intéresser cette fois-ci à la Première Ligue. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end chez nos amis anglais? C'était la deuxième journée avec tout d'abord les résultats de ce samedi 17 août avec Manchester City et Tottenham qui font match nul 2 buts partout. Bournemouth est allé battre Aston Villa 2-1. Norwich City a battu Newcastle 3-1. Everton a battu Watford 1-0. Liverpool est allé s'imposer du côté de Southampton 2-1.
Brighton et West Ham se quittent sur un match nul, 1 but partout. Arsenal a battu Burnley 2 buts à 1. Et ce dimanche 18 août, Chelsea et Leicester City s'étaient quittés sur un match nul, 1 but partout. Et Sheffield avait battu Crystal Palace 1-0 au classement. Liverpool en tête au bout de cette deuxième journée avec 6 points. Deuxième Arsenal 6 points. Troisième City avec 4 points. Quatrième Brighton avec 4 points. En bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e Newcastle, Southampton, Watford avec 0 points. On peut même mettre 17e Aston Villa qui a également 0 points. On passe cette fois-ci du côté de l'Espagne avec, vous allez le voir, une surprise d'entrée. Je vais déjà tout d'abord vous donner les résultats. Je commencerai, ça a commencé, la première journée a commencé ce vendredi, mais ce match-là, on va le garder pour la fin. Je vais vous donner déjà les résultats du samedi. Villarreal et Grenade, il y a eu des buts, 4 buts à 4. Osasuna est allé battre Leganés 1-0. Le Real Mallorca a battu Eibar 2 buts à 1. Le FC Valence et la Real Sociedad se quittent sur un match nul, 1 but partout. Le Real Madrid est allé battre le Celta Vigo 3 buts à 1. On a également ce dimanche Alaves qui a battu Levante 1-0. Jean de Fuchs n'a pas pris part à cette rencontre. Le FC Séville est allé s'imposer du côté de l'Espagnol Barcelone 2-0. Le Real Valladolid en a fait de même, mais 2 buts à 1 face au Betis Séville, donc l'autre club de Séville. Et l'Atlético Madrid a battu Retafe 1-0. Alors pourquoi je voulais garder le match de ce vendredi, c'est l'Athletic Bilbao qui recevait le FC Barcelone. Et dans ce match, il y a eu un but exceptionnel de Haritz Aduriz, 38 ans, à la 89e minute de jeu, un superbe centre. Et lui, il nous fait un retourné en pleine surface, un but magnifique. On va le réécouter en radio. Forcément, vous n'allez pas avoir les images. Mais je vous conseille, si vous ne l'avez pas revu, d'aller chez nos confrères de Beansport, où vous pourrez revoir cette action et surtout ce but, car il est simplement somptueux. Dans sa réalisation, dans sa conception, enfin bref, parfait. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres grands avant-centres pour autant que William. L'occasion peut-être pour Kappa. Le centre à Douriz. Là, Golazo d'Haritz Aduriz. Extraordinaire. Bilbao mène 1-0. 89e minute de jeu. Premier ballon pour Haritz Aduriz. 38 ans. Quel golasso, comme le dit si bien le commentateur sur Beansport, Omar Da Fonseca. Oui, forcément, c'était un but magnifique. Au classement, ça donne que le Real est en tête avec 3 points, suivi du FC Séville, le Real Mallorca et le Real Valladolid. C'est que la première journée, bien évidemment. Et 18e, on retrouve plusieurs équipes, de la 13e place à la 20e place, 0 points. Eibar, le Betis, Leganés, Retafe, Levante, le FC Barcelone, Celta Vigo et l'Espagnol Barcelone. Mais bien sûr, ce classement va s'inverser dans les semaines à venir. Un petit mot chez nos voisins suisses, c'est déjà la 4e journée, avec tous les résultats. Le FC Saint-Gall de Peter Zedler s'incline face aux Young Boys de Bern, 3 buts à 2. Le FC Bâle a battu le Servette Genève, le Servette qui revient cette saison en Expo Super League. C'est une bonne nouvelle, car c'est un club suisse historique, et c'est bien qu'il retrouve la première division. Donc le FC Bâle a battu le Servette Genève 3 buts à 1. Le FC Sion est allé battre Lugano 1-0. Le FC Lucerne s'est incliné chez lui face au FC Thun 2-0. Et le FC Zurich et le Neuchâtel Xamax ont fait match nul. 2 buts partout au classement. Young Boys de Bern sont en tête avec 10 points. Suivi du FC Bâle, 9 points. 3e, le FC Sion, 7 points. Et en bas de classement, en 10e position, on retrouve le FC Zurich qui fait en la marche avec 2 points. Les hommes de Peter Zedler et le FC Saint-Gall sont 8e avec 4 points. Eh bien, on va refermer cette page des championnats étrangers. Et puis, moi, je vous propose d'ouvrir la page Ligue 1 pour voir tout ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1, car il s'est passé des choses justement pour cette deuxième journée.
C'est parti pour cette deuxième journée en Ligue 1 avec tout d'abord le match avancé, le match du vendredi 16 août à 20h45 du côté du Parc OL. L'Olympique lyonnais recevait Angers et on peut dire que l'Olympique lyonnais n'a fait aucun quartier devant cette équipe, devant les hommes de Stéphane Moulin, en les étriant 6-0, des buts signés Oussem Aouar, 11e minute de jeu, suivi de Moussa Dembélé qui marque un doublé à la 36e, 65e minute. On a Memphis Depay qui lui aussi s'offre un doublé 42e, 48e. Et on a le Brésilien Jean Lucas qui est rentré en cours de jeu et qui a inscrit le 6e but à la 72e minute de jeu. Et ça fait 6-0. Bon, rien à dire, hein. Justement, on va écouter la réaction d'Oussem Aouar qui dit que son équipe et que lui-même a pris beaucoup de plaisir ce soir, notamment avec la super passe qu'il délivre à Memphis Depay. Bon, lui, il dit simplement que c'est l'appel qui est bon, mais c'est surtout aussi la passe qui est excellente et dans le bon timing. Et également Stéphane Moulin, on a rencontré un Olympique lyonnais en mode Ligue des Champions, et là on peut rien faire, surtout quand on donne certains buts. On voulait vous remercier pour cette passe décisive. Comment ça vous vient à l'esprit de la faire celle-là ? Bon, merci en tout cas, et ça vient à l'instinct honnêtement. Je vois que c'est compliqué de la passer au sol, donc forcément il y a de la place en l'air, et puis Memphis fait un excellent appel au bon moment, donc ça me facilite la tâche. Oui, tout vient de l'appel évidemment sur une passe comme ça. En tout cas, c'est vrai qu'on a senti une équipe joueuse, une équipe qui avait l'air de se faire plaisir. Vous avez fait plaisir aux supporters, mais est-ce que, en étant comme ça dans ce milieu de terrain à 3, vous vous régalez aussi ? Bien sûr, voilà, je l'ai assez dit, dans un milieu à 3, je me sens plutôt bien. L'équipe a fait un très bon match, voilà, tout le monde a pris du plaisir, donc forcément on ressort avec un bon score, et je pense que aussi avant tout le monde a fait les efforts, donc ça nous a facilité la tâche, et puis en tout cas je suis très satisfait de la performance de l'équipe ce soir. Je ne sais pas si dur est le mot bien approprié. Non, c'était extrêmement compliqué, mais on a déjà vécu une sale semaine avec le départ de Jeff, mais comme j'ai dit, c'est certainement hasard qu'il soit vite arrivé à Lyon. En tout cas, il n'était pas avec nous ce soir et il nous a bien manqué. Mais oui, c'était très difficile parce qu'on a joué une équipe qui a joué au niveau Ligue des Champions, et nous, on a commis beaucoup trop d'erreurs à la fois individuelles et collectives pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Donc le score est lourd. Voilà, en plus, ils ont été extrêmement efficaces sur les opportunités qui se sont créées. Donc trop d'écart ce soir entre les deux équipes, et mauvaise semaine et très mauvaise soirée pour nous. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous jouez contre une équipe qui est très supérieure à vous au départ, et qui en plus vous leur donnez les opportunités de vous faire mal? Voilà, il ne faut pas donner trop de munitions à l'adversaire, ils n'en ont pas besoin. Et on l'a fait, donc à partir de là, il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match en tous les cas. Pour ce qui concerne Stéphane Moulin et ses garçons, forcément, Lyon était en mode Ligue des Champions, et surtout va sûrement, en tout cas on l'espère pour le bien du championnat, peut-être un petit peu titiller cette équipe du Paris Saint-Germain. On verra plus tard le résultat de l'équipe parisienne, mais en tous les cas elle est armée pour ça, et en plus le mercato n'est pas terminé, donc peut-être qu'il y aura aussi encore des arrivées du côté de Lyon. On parlait de Suso, également le joueur qui évolue en Italie, mais on en saura plus bien évidemment à la fermeture de ce mercato qui aura lieu, je vous le rappelle, le 31 août. Donc les clubs ont encore quelques semaines, encore 2 semaines pour faire leurs emplettes et compléter leur effectif si besoin. On va maintenant regarder les rencontres qui avaient lieu ce samedi. Un match avancé à 17h30. Nantes, avec son nouvel entraîneur Christian Gourcuff, recevait un Olympique de Marseille qui n'est pas forcément bien en point pour ce début de championnat. Et finalement, ça s'est pas forcément mal passé pour les Marseillais, car ils obtiennent toujours tout de même un match nul 0 partout. Ils ont eu un penalty dans cette rencontre. Normalement, c'était Dimitri Payet qui devait le frapper, mais il a laissé sa place à Dario Benedetto, le joueur qui arrive en provenance de Boca Juniors. Il est âgé de 29 ans. Et généralement, lui, il les tire du côté de Boca, et souvent, il les réussit. Mais là, Dimitri Payet a voulu justement mettre l'attaquant argentin en confiance, et finalement, le ballon est parti dans les nuages. Et c'est bien évidemment une mauvaise opération pour les hommes d'André Villas-Boas.
On va écouter tout de suite la réaction de Christian Gourcuff qui lui dit qu'il a vu de bonnes choses dans son équipe. Et en plus, aujourd'hui, on devait le gagner, ce match, dit-il. Et André Villas-Boas, il parle justement de Dario Benedetto qui tirait, comme je vous l'ai dit, les coups de pied arrêtés du côté de Boca. Et pourtant, il les mettait souvent au fond. Mais comme il dit, c'est ça le foot. Oui, c'était pas mal. C'est encore très perfectible, mais je pense que ça prend. Moi, par rapport à nos objectifs de jeu, ça prend forme. Il y a encore un manque de maîtrise. On a vu par moment où la remontée du ballon est encore un petit peu difficile, mais il y a eu des séquences intéressantes. La volonté de jouer, dans l'organisation, c'était pas mal. Et globalement, on doit gagner le match parce qu'on se crée des occasions. Ça n'a peut-être pas été constant dans la pression qu'on a pu exercer sur cette équipe de l'OM qui manque pas de qualité quand même. Donc on va se détacher un peu du résultat et sur le plan du comportement, il y a beaucoup de signes encourageants. Un peu de choses, oui, on était bien sur l'aspect offensif, première mi-temps. Sur l'aspect défensif, à la moitié de deuxième mi-temps. À ce moment-là, le jeu a cambié pour Nantes. Et Nantes, il était en top. Steve a fait une très belle fin du match. Mais oui, première mi-temps et à nous, on a créé plusieurs opportunités. On a bien entré dans leur surface de réparation, créé des situations. Manque encore un peu dans les dernières passes. Le but, évidemment. On a un peu de chance pour être première mi-temps à gagner. Mais oui, après, on a souffert à partir de 60 minutes, on a souffert un peu et Nantes, il était très bien. Est-ce que vous avez regretté que Dimitri Payet ne tire pas le pénalty? On l'a vu offrir le ballon à Dario Benedetto pour le mettre en confiance, alors que c'était prévu que ça soit lui qui tire. Est-ce que vous êtes déçu du coup après le match? Est-ce que vous êtes déçu que Dimitri ne l'ait pas tiré? Oui, ce type de choses peut passer. On a laissé les deux pour tirer. Et Dim a choisi de laisser Dario tirer. Alors, dommage évidemment pour Dario parce qu'il tire les pénaltys aussi à Boca, il tire bien. Mais oui, aujourd'hui, il n'a pas fait le but. Ce sont des choses du foot. Et oui, pour regarder beaucoup de matchs du côté de l'Argentine, je peux vous assurer que du côté de Boca, il les frappait bien et souvent ça rentrait. Mais c'est comme ça, des fois dans le foot, on rate des choses et c'est pas toujours simple de frapper un penalty. Et en tous les cas, Dario Benedetto a raté ce penalty qui pouvait peut-être offrir la victoire à Marseille. Ça, on ne le saura jamais. On s'intéresse à une autre rencontre. C'est Amiens qui recevait Lille. Lille, auteur d'une saison remarquable l'année dernière avec cette deuxième place et surtout cette qualification en Ligue des Champions, se déplacer du côté d'Amiens, une équipe d'Amiens qui forcément va viser le maintien cette saison. Eh bien, les hommes de Christophe Galtier se sont fait surprendre du côté du stade de la Licorne avec cette défaite, 1-0, un but de Guirassy à la 70e minute de jeu. Il y a eu aussi une expulsion dans cette partie. Mais on va écouter tout de suite la réaction de Lucas Elsner. Et oui, ce n'est plus Christophe Pélissier. Christophe Pélissier est parti du côté de Lorient. Justement, on en parlera tout à l'heure quand on abordera Lorient-Sochaux. Eh bien, c'est Lucas Elsner dans un français parfait plutôt. On va remettre les mots dans le bon ordre. Et il dit simplement... il y a eu de bonnes choses face à une équipe de Lille qui, même à 10, est toujours dangereuse. Et Benjamin André, qui lui était à Rennes la saison dernière et qui est du côté de Lille cette fois-ci, on n'a pas fait un bon match dans les intentions ce soir. Oui, j'ai énormément aimé notre première demi-heure. On est rentré dans la bonne intensité, on a réussi à les presser, à récupérer des ballons, à enchaîner quelques actions qui ont été finies, qui ont fini par des frappes. Et on s'est mis, on va dire, sur les bons rails pour la suite du match. Donc un fait de jeu nous facilite un petit peu l'enchaînement et la deuxième période, qu'on gère plus ou moins bien selon les périodes. Mais je nous ai trouvé très solide défensivement à tout moment. On n'a pas donné beaucoup d'occasions alors que les Lillois, c'est une équipe qui est tout le temps dangereuse, même à 10. Donc voilà, le contenu a été bon et être récompensé par les 3 points, c'est une vraie satisfaction. Oui, ça c'est le profil des joueurs qui veut ça, c'est-à-dire quand on les met sur le terrain, on sait que si on récupère dans les bonnes zones les ballons et qu'on arrive à les faire avancer rapidement, on va avoir des opportunités parce que Gaël est quelqu'un qui crée, Saman est quelqu'un qui crée, Chadrak est capable aussi et ils s'entendent bien. Et puis on a Serrou devant qui aujourd'hui sur pratiquement sa seule occasion la pousse au fond. Donc c'est un système qui peut bien fonctionner si c'est bien huilé, il faut qu'on y travaille.
Mais pour moi, c'est l'unité collective et le travail de tout le monde aujourd'hui pour pas encaisser qui a amené ces 3 points. C'est un match qui nous donne de bonnes bases pour finalement se poser la question de quelle manière on doit jouer pour être efficace. Et c'est vrai que notre première mi-temps, nos premières 30 minutes sont une voie à suivre pour la suite. Je pourrais pas dire ça, non. Je pense qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait, on n'a pas mis en place ce qu'on voulait faire. Je pense qu'on avait travaillé des choses qu'on n'a pas réussi à mettre en place parce qu'en face, ils ont très bien commencé le match, ils nous ont pressés, ils ont étiré nos lignes, donc c'était assez compliqué. Mais voilà, je pense qu'il fallait être patient. Après, malheureusement, il y a un fait de jeu qui tue le match, forcément. C'est surtout dans les intentions où on doit être un peu plus franc. Je pense plus tenter, plus frapper, plus centrer dans le dernier geste. Voilà, ça va se mettre en place petit à petit, mais c'est dommage de perdre des points ici parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire, mais ça, Lille ne le saura jamais. Et c'est surtout une défaite pour le deuxième match de la saison. Une défaite forcément malvenue. On va du côté de Bordeaux. Cette fois-ci, Bordeaux qui recevait l'équipe de Montpellier. Ça commence mal pour les Girondins de Bordeaux, qui encaisse un but plutôt à la 22e minute de jeu, un but de l'inévitable Andy Delors. Bon, quand c'est pas lui, c'est son compère de l'attaque, justement Montpellier-Rennes, qui s'y colle. Et l'égalisation va arriver par Josh Maya à la 70e minute de jeu. On en restera là, un but partout. Vous allez voir, on va écouter la réaction de quelqu'un qui est revenu dans le championnat de France 9 ans après. Il jouait du côté d'Arsenal. Bon, vous l'avez tous compris. C'est Laurent. Bon, je vais essayer de bien le prononcer, parce que souvent j'ai du mal. C'est Laurent Koscielny qui, justement, est revenu du côté d'Arsenal. 9 ans après, il retrouve la Ligue 1 et c'est bien pour la Ligue 1 française. Et on va écouter, et justement on lui pose la question, il va répondre, on lui pose la question de savoir ce que ça lui fait de retrouver la Ligue 1 et surtout quel est son état de forme. Et Jordan Ferry qui lui était à Nîmes la saison dernière et il est parti du côté de Montpellier. Il faut gommer nos erreurs, c'est ce que dit l'ancien lyonnais. On va écouter tout de suite ces deux joueurs. Très content, j'attendais ce jour avec impatience. Voilà, il est arrivé naturellement ce soir. Très content, en plus un résultat positif parce qu'on a été mené au score, on est revenu un partout et je pense qu'on a bien fini ce match, surtout en deuxième mi-temps où on a monté un tout autre visage qu'en première mi-temps, donc ça c'est positif pour la suite. Ouais, je connais très bien pour l'avoir pratiqué durant pas mal d'années. Voilà, après ça demande aussi beaucoup d'automatisme, de connaître ses partenaires aussi. Voilà, ça demande du temps, mais je pense que sur la deuxième mi-temps, voilà, il y a beaucoup de points positifs à en tirer de ce match-là. Maintenant, il faut continuer à travailler. C'est essayer de rééditer cette deuxième période sur un match entier et de surtout prendre les 3 points le plus rapidement possible. Ça va, ça a été. Peut-être les 10 dernières minutes où c'était un peu dur parce qu'on était pour prendre les 3 points, donc on poussait, mais non, ça a été. J'ai que 15 jours d'entraînement collectif avec mon club. Voilà, comme j'ai dit, je suis pas à 100%. J'espère l'être le plus rapidement possible. Je fais tout en tout cas pour revenir au top. Maintenant, les matchs, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui nous donne le rythme. Donc voilà, je suis content pour ma première. Je suis content aussi pour l'équipe qui a pris un point. Il va falloir régler ces petits détails qui nous mettent en difficulté, qui nous empêchent d'engranger des points. Donc on va bien travailler pour essayer de commencer à engranger des points. Et oui, il faut engranger des points dès ce début de saison. C'est toujours compliqué, c'est la reprise. Les équipes ont changé, des nouveaux joueurs sont arrivés. Il faut que tout le monde s'adapte. Il faut que les joueurs se connaissent et se trouvent sur le terrain. Et ça ne se fait pas en l'espace de peu de temps. Ça se travaille. Il faut justement enchaîner les matchs aussi également et trouver plus souvent ses compères, que ce soit de l'attaque, de la défense ou du milieu. Ce sont des automatismes à trouver. On part cette fois-ci du côté d'un promu qui est arrivé cette saison du côté de la Ligue 1. C'est le FC Metz, champion la saison dernière en Ligue 2 et qui recevait l'AS Monaco. L'AS Monaco mal en point, qui avait déjà perdu sa première rencontre à domicile et qui justement se déplaçait en espérant obtenir un résultat. Et finalement, c'est Metz qui s'impose 3-0.
Un but déjà sur penalty à la 11e minute de jeu de Diallo. Le doublé pour ce même Diallo à la 53e minute de jeu. Et ensuite, c'est Renaud Coad à la 66e minute de jeu. Le capitaine expérimenté de Metz qui parachève la victoire 3-0 des Messins. On va justement l'écouter, Renaud Coad, qui lui revient sur le fait que Metz fait un meilleur début de saison qu'il y a 2 ans, mais il ne faut pas s'enflammer, il faut rester humble. Tout va très vite dans le football. Et Leonardo Jardim, lui, bon, forcément, c'est pas un bon début de saison. Et il revient aussi sur la VAR. Ça commence. La VAR revient en force. Vous allez voir tout au long des autres rencontres par la suite. Et lui, il estime que Monaco a été doublement pénalisé par la VAR. Après, chacun se fera sa petite opinion justement sur cette rencontre que je n'ai pas. Alors, je n'ai pas la rencontre. Je ne sais pas où elle s'est sauvée. On va essayer de la retrouver pour que vous puissiez justement écouter écouter en tout cas ce qui s'est passé du côté de l'équipe de Metz dans une belle ambiance d'ailleurs. Allez, c'est parti, on écoute justement les 2 réactions de Renaud Coad et Leonardo Jardim. Oui, c'était un match plein de notre part. Voilà, on a fait les efforts défensivement. Je pense que c'est pour ça qu'on a obtenu la victoire. Après, il y a eu des faits de jeu quand même en première période, avec ce carton rouge et ce penalty en notre faveur, donc tant mieux. Il a fallu bien profiter de cela. On a su bien le gérer, notre supériorité numérique en seconde période et obtenir les 3 points. Écoutez, oui, on a fait déjà un meilleur début de saison qu'il y a 2 ans. Mais bon, on reste sur la continuité de la saison passée où on a fait beaucoup de bonnes choses. On a fini champion de ce championnat de France de Ligue 2. Donc voilà, on sait que cette année, c'est un autre niveau. Voilà, on l'a vu en première mi-temps, ils nous ont posé des problèmes entre les lignes. Ils ont des joueurs très techniques et techniquement, c'est beaucoup plus fort. Donc voilà, il faut élever son niveau. Maintenant, il n'y a que 2 journées. On va travailler, on a gagné un match, fait un point à Strasbourg, mais voilà, il faut rester humble. Il faut apprendre des erreurs passées qu'on a commises au club. Donc non, on va rester humble, on va travailler. Et voilà, le plus dur reste à faire encore. Oui, je pense que c'est difficile de faire l'analyse d'un match, de prendre un but de 10 minutes sur un penalty avec beaucoup de questions. Après, tu vois un penalty sur 30 minutes, tout le monde a regardé, le VAR n'est pas sifflé en notre faveur et pour la même situation, nous sommes réduits à -1. Nous sommes doublement pénalisés et après ça, -1, c'était plus difficile. Bien sûr qu'après, deuxième mi-temps, la fatigue des joueurs, principalement les joueurs qui arrivaient cette semaine, Keita, Ben et Nokoro, ils sont joueurs qui sont avec une semaine de travail. Ils ont besoin de plus de temps, bien sûr, mais aujourd'hui, dans notre situation, ils ont besoin de jouer. Et c'est ça, le défi de faire jouer, faire la précision. Comme le dit Leonardo Jardim, besoin de jouer, mais surtout aussi besoin peut-être de joueurs. Alors on parlait de Mauro Icardi qui a 26 ans, qui est bien sûr l'Argentin qui évolue du côté de l'Inter de Milan. Il est un peu poussé vers la sortie du côté du club italien. Et tout le monde pensait qu'il allait venir du côté de Monaco. Eh bien non, en tout cas c'est sa femme qui l'annonce. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit il n'y a pas de contact entre Mauro et Monaco, a indiqué sa femme. Et son agent Wanda Nara a TIC à TIC Sport, on va le prononcer comme ça. Hein. Donc l'option de la principauté n'a jamais été envisagée. Il n'ira pas là-bas. Bon, je pense que c'est assez clair, net et précis. Et donc, Mauro Icardi n'ira pas du côté de Monaco. On passe cette fois-ci, on va se diriger vers le stade des Costières où évolue Nîmes cette saison. Nîmes qui recevait l'OGC Nice, un OGC Nice qui marche bien après sa première victoire la semaine dernière. Les hommes de Patrick Vieira voulaient bien évidemment confirmer cette victoire. Eh bien, c'est chose faite. Nice s'impose 2-1. Débute dès la 10e minute de jeu sur penalty de Cyprien. Et ensuite, 6 minutes plus tard, Ganago double la mise pour Nice. Et c'est finalement Rémi Ripard qui réduira l'écart à la 45e minute de jeu sur penalty. Et en seconde période, les Nîmois n'ont jamais pu égaliser malgré
un penalty qui n'a pas été sifflé en leur faveur. Alors il faut savoir qu'il y a une nouvelle règle cette saison. Quand il y a main dans la surface, que la main soit volontaire ou involontaire, l'arbitre doit siffler penalty. Ça évitera beaucoup de choses. Alors, est-ce que certains arbitres n'ont pas encore intégré, on va dire, cette nouvelle règle, hein? C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements tous les ans. En tout cas, cette année, il y a aussi d'autres changements où le joueur, lors du remplacement, peut sortir. Voilà, il n'est plus obligé de sortir sur l'axe central. Il peut sortir sur les côtés. C'est bien, ça fait un gain de temps pour tout le monde et c'est une bonne chose. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui ont évolué cette saison. Mais en tout cas, c'est Nice qui s'impose 2-1. On va écouter tout de suite les réactions de Bernard Blaka, mais qui lui se plaint de l'arbitrage, comme je vous le rappelais, surtout avec la main. C'était du Brésilien Dente, le défenseur central de cette équipe de Nice. Et on écoute Patrick Vieira. C'était plutôt compliqué ce soir. Forcément, c'est jamais simple d'aller jouer du côté du stade des Costières. Mais on prend 3 points. On est frustré déjà par rapport à nous-mêmes parce qu'on a raté notre entame de match. Et après, on court après le score toute la partie. Et puis après, on est frustré par rapport à certaines décisions très très importantes prises par l'arbitre. Voilà, tout simplement. Ces histoires de main, ça commence à être très très compliqué. La semaine dernière, la VAR intervient, arbitre le match, puisque c'est elle qui décide qu'il y a une main que personne n'a vue. Aujourd'hui, il y a des mains, mais la VAR n'intervient pas. Voilà, on nous a dit qu'une main avec une reprise d'appui au sol ne se sifflait pas. Briançon, elle a été sifflée. Dante a une main décollée, elle n'est pas sifflée. Ouais, ça fait trop. Ça fait trop pour une équipe comme nous, bien sûr, ça fait trop. Miracle, non. Par rapport aux 2 premières journées, je pense que l'équipe a essayé de produire du jeu. Sur le premier match contre Angers, je trouve qu'on a été très bon au niveau du jeu. Et ici, ce soir, surtout sur la première période, on a essayé de construire, on a essayé de respecter ce qu'on voulait faire. Et à l'arrivée, on a réussi à gagner. Et quand il fallait remonter les manches, je pense que le groupe l'a fait. En seconde période, on a montré beaucoup de solidarité. C'était pas facile, mais on est content de repartir avec les 3 points. Il est content, Patrick Vieira, de repartir avec les 3 points. Bon, on le serait à moins quand on remporte un match. On va maintenant s'intéresser aux rencontres. Non, c'est bon. C'est moi qui étais. Non, il y a encore une rencontre, oui, qui avait lieu ce samedi. J'allais oublier en plus un club qui est issu de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est le Dijon FCO qui se déplaçait du côté de Toulouse. Finalement, deuxième défaite pour les Dijonnais qui s'inclinent 1-0, un but de Makengo à la 54e minute de jeu. Et finalement, les Toulousains s'imposent par la plus petite des marges, mais ça suffit pour avoir 3 points. On va écouter la réaction de Baptiste Renet, lui qui était dans les cages de Dijon il n'y a pas si longtemps. Il a affiché ses ambitions et c'est un bon début de championnat pour lui et pour son équipe, forcément. Et on va écouter également le nouvel entraîneur de l'équipe de Dijon, c'est Stéphane Jobard. J'ai vu des choses qui me plaisent, surtout pour le long terme. J'ai affiché mes ambitions cette année. Après, le plus dur, c'est de le mettre en pratique. Pour l'instant, ça me sourit, donc tant mieux pour moi, pour l'équipe, parce que c'était important de bien démarrer notre saison à domicile contre une équipe de Dijon qui a très bien joué en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, il s'est un peu essoufflé peut-être. Et on a su en profiter, mais voilà, c'était vraiment important de montrer à nos supporters que cette année, on allait vraiment tout donner pour le club. Ouais, c'est vrai, Benjamin, je le connais bien, c'est un joueur d'instinct qui réfléchit pas quand il frappe, il prend toute volée comme ça, comme le but qu'il a marqué contre Paris il y a 2 ans. Donc je m'y attendais un peu sur la première, la deuxième, je suis totalement surpris, c'est pour ça que je suis battu, tout simplement, et j'ai la chance qu'elle passe à côté, donc voilà, tant mieux pour nous. C'est difficile à analyser parce qu'on ne fait pas une bonne première mi-temps. Il a manqué pas mal d'ingrédients pour pouvoir faire vaciller cette équipe dijonnaise. Après, en deuxième mi-temps, on s'est parlé à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. On les a pressés un peu plus haut, on a été plus agressifs dans les duels. Et comme par hasard, quand on met ces ingrédients-là dans le football, on arrive à marquer et à se créer des occasions. Donc voilà, maintenant, on a un match plutôt compliqué qui nous attend dimanche à Paris. Mais il faut y aller avec la même agressivité et les mêmes intentions qu'on avait ce soir en deuxième mi-temps. Effectivement, on retrouve un peu les mêmes ingrédients que la semaine dernière.
Ouais, je pense qu'on a produit du jeu, notamment à l'extérieur. On finit qu'une douzaine de frappes, donc c'est pas inintéressant. Et le seul regret, c'est de ne pas avoir validé ces temps forts par des buts. Je pense que l'ouverture du score était primordiale aujourd'hui. De par la qualité de Toulouse, on était obligé de jouer un cran plus bas. Et malgré tout, à la récup, on a su développer des attaques rapides que je n'ai pas encore vues en championnat la semaine dernière. Et ça, c'est un argument supplémentaire lorsqu'on se déplacera à l'extérieur, et ça me plaît. Alors je pense qu'on s'est ouvert aussi parce qu'on voulait revenir au score tout simplement, et j'ai changé de système pour passer avec 2 attaquants. Mes joueurs aussi ont payé aussi leur débauche d'énergie, aussi, donc ce qui fait qu'on a offert plus d'espace aux Toulousains, mais malgré tout, on a laissé planer le doute de l'égalisation jusqu'au bout. Et ça me plaît en termes d'attitude et de comportement. Ça lui plaît, Stéphane Jobard. Forcément, il y a 2 défaites pour le moment, mais en tout cas, il a vu des choses qui vont pouvoir lui servir pour le long terme. Forcément, 2 défaites, ça fait toujours mal, mais il ne faut pas être non plus fataliste. C'est que le début du championnat. Avec les victoires à 3 points, tout peut bien évidemment s'inverser très très vite. On passe cette fois-ci aux rencontres qui avaient lieu ce dimanche. Il y en avait 3. Tout d'abord, on va s'intéresser à celles qui avaient lieu à 15h. Ce sont également des nouveaux... pas forcément des nouveaux horaires, non, 15h. J'ai été parti sur d'autres horaires. Bon, en 2020-2021, ça devrait évoluer. Les horaires devraient changer, mais on en reparlera d'ici là. C'était l'AS Saint-Étienne qui recevait Brest. Saint-Étienne qui s'était imposé le week-end dernier du côté de Dijon et qui était en pleine confiance. Et pourtant, ce sont les Brestois qui ont ouvert la marque sur un bon mouvement. Un mouvement initié justement par Mathias Autrette qui a donné un bon ballon en retrait sans regarder. Et c'est Julien Faussurier qui arrive et qui met justement un plat du pied et trompe Stéphane Ruffier. Bon, on sent qu'il y a des automatismes dans cette équipe de Brest qui avait fait un super championnat la saison dernière en Ligue 2. On en sait quelque chose. Et c'est pourtant Denis Bouanga à la 83e minute de jeu qui va égaliser pour Saint-Étienne. Cette équipe de Saint-Étienne qui a eu beaucoup de difficultés justement dans le jeu à se trouver. Et cette équipe de Brest a eu du mal au départ et en fait ensuite elle a monté son niveau de jeu, elle a pris confiance en plus avec ce but, mais elle n'a pas pu résister juste à la fin. C'est vrai que cette égalisation stéphanoise est arrivée peut-être sur le manque d'expérience aussi du joueur de Perrault par exemple, qui au lieu de dégager le ballon a essayé de contrôler ce ballon en pleine surface, mais en Ligue 1 ça ne pardonne pas, c'est souvent but direct. Je vous propose avant d'écouter les réactions, vous savez qu'il y a un ex-joueur socialien qui évolue maintenant du côté de l'AS Saint-Étienne et on est forcément content de le revoir dans le championnat de France car c'est un joueur technique, c'est un joueur qu'on a plaisir à retrouver et je pense qu'il va faire beaucoup de bien non seulement à Saint-Étienne mais également à la Ligue 1 et sans doute qu'on verra de beaux buts. D'ailleurs, il a délivré des coups francs et des corners de haute volée qui aurait pu permettre à Saint-Étienne d'ouvrir le score. Je vous propose d'écouter tout de suite notre confrère Anne-Laure Bonnet de beIN Sport qui avait justement rencontré Riyad Boudbouz. Riyad, on vous a vu le week-end dernier pour votre retour en Ligue 1. C'était un retour gagnant. Est-ce qu'on peut le considérer comme ça ? Oui, pour moi, c'était important de bien commencer déjà au niveau collectif. On a gagné. Après personnellement, j'ai réussi à faire ma première passe. C'est très bien quand les week-ends se passent comme ça pour les joueurs, c'est magnifique. Justement, vous êtes un peu le spécialiste des passes décisives. Est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que vous voulez vous rapprocher du but, peut-être inscrire votre nom, non pas comme recordman des passes décisives, mais un peu plus vers le but ? Aujourd'hui, un joueur offensif, il faut savoir faire les deux, marquer et faire marquer. Et voilà, je travaille tous les jours pour améliorer ça, être devant le but, marquer des buts. Et après, le plus important, c'est que l'équipe gagne. Et si on arrive à avoir les deux gagnés et être décisif, c'est encore mieux. Alors aujourd'hui, ce sera seulement le deuxième match de la saison pour l'AS Saint-Étienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre positionnement ? Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes un électron libre, un meneur de jeu ? Comment ça se passe la relation avec les trois devant ? On essaye de chacun rester à notre poste, prendre la profondeur. Après, moi, je suis dans l'axe. Si à un moment, Romain ou Denis veut passer dans l'axe, j'essaye de compenser sur le... On va dire que les quatre devant, on est assez libre et chacun doit occuper un poste au moment de défendre. Et moi, ça me va très bien parce que je peux aller partout sur le terrain. Vous aimez être libre ? Oui, c'est ça. J'adore sur le terrain me sentir libre. Merci beaucoup, bon match.
Eh bien oui, c'était juste avant la rencontre entre l'AS Saint-Étienne et Brest. Et maintenant, on va écouter justement la réaction de Denis Bouanga, le buteur. Il parle du public. On lui pose surtout la question du public, car il y a justement l'ambition qui a été affichée par les dirigeants cette saison. Le public est exigeant, comme il dit, mais c'est normal. Et Gaëtan Charbonnier, mais il va falloir qu'on apprenne et très vite. Denis, vous sauvez quelque part le match de Saint-Etienne, même si j'imagine qu'au-delà de la satisfaction du but, il y a alors peut-être pas de l'inquiétude, mais en tout cas pas de l'encouragement après ce que vous avez produit dans le jeu. Surtout en deuxième période. En première période, on était court physiquement. Et voilà, en deuxième période, on a montré autre chose. C'est ce qu'on veut voir toute la saison. Et voilà, je pense que ce but-là sauve à peu près le match. Et voilà, moi, je pense au collectif. Donc c'est bien pour nous. Il faut continuer comme ça, surtout en deuxième période. On a vu un public très exigeant. Vous vous attendez à ce que ce soit plus difficile avec eux cette saison? Après, c'est normal, vu la saison dernière où on est arrivé au classement. Donc voilà, ils vont être encore plus exigeants. À nous de tenir le rythme, tout simplement. Merci. J'imagine que si je vous dis que le verre est à moitié plein, vous allez râler parce que vous devez le voir à moitié vide. Ouais, comme la semaine dernière, on fait une première mi-temps dans l'ensemble correct parce qu'on a fait une entame de match très compliquée, surtout au niveau technique et dans l'utilisation du ballon. Après, on a eu 20 minutes où on a vraiment joué notre football et on a été récompensé. Et derrière, sur la reprise, on savait qu'ils allaient attaquer fort et on a subi pendant 45 minutes. Donc au final, c'est logique qu'ils égalisent. C'est logique qu'ils égalisent, mais vous avez quand même montré de très jolies choses aujourd'hui. J'imagine que vous êtes enthousiaste et que vous savez déjà ce qu'il y aurait à gommer. Être beaucoup plus constant dans le jeu déjà, avoir beaucoup plus de périodes où on sait faire courir le ballon et mettre en difficulté l'adversaire. Et voilà, mais... C'est la marche de la Ligue 1. Ouais, voilà, c'est ça, mais il y a de belles choses à venir. Mais voilà, il faut apprendre, mais... Il faut apprendre, mais vite. Il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase. Et oui, forcément, il y a aussi des jeunes joueurs dans cette équipe de Brest et qui doivent apprendre la Ligue 1. Le championnat de Ligue 2 est différent de la Ligue 1. Il y a un petit peu plus d'espace en Ligue 1, mais les erreurs se paient cash. Et c'est ce qui s'est passé du côté de Brest avec son nouvel entraîneur. J'en avais pas parlé, c'est Olivier Dalloglio, l'ex-entraîneur du côté du Dijon FCO. Et on est certain qu'il fera du très très bon travail du côté de Brest, car c'est vraiment un excellent entraîneur. On va passer cette fois-ci au match qui va lieu à 17h. C'est Reims qui recevait Strasbourg. Strasbourg qui enchaîne les matchs en ce moment, qui joue pratiquement tous les 3 jours, avec justement l'Europa League, on en a parlé en ce début d'émission, les Strasbourgeois qui recevront l'Eintracht Francfort ce 22 août. On espère bien évidemment une qualification des hommes de Thierry Lauré. Et ça a fait 0 partout du côté du stade de Reims. Voici la réaction de David Guillon, l'entraîneur rémois. Il dit « J'ai quand même félicité mes joueurs car dans les intentions et la détermination, on a senti beaucoup d'enthousiasme pour faire craquer cette équipe strasbourgeoise. On a bien vu les intentions alsaciennes très tôt. Ils n'ont pas été dangereux car l'équipe était très organisée et disciplinée. On a essayé d'écarter le jeu, de mettre de la vitesse. On a eu quelques occasions, mais on n'a cadré qu'une fois. On a eu presque 60% de possession et mes joueurs ont tenté. Malheureusement, ça n'est pas rentré. » Et on va écouter la réaction de Thierry Lauré qui lui, sur le ton de la plaisanterie, dit simplement ce n'était pas Chelsea-Liverpool. Non, c'était pas mal. Je trouve qu'on a verrouillé le match. Voilà. Je ne vais pas vous dire qu'on a fait un super match. Voilà, c'était pas Chelsea-Liverpool. Voilà, arrêtez de rêver, les gars. Oh. D'accord, on a fait un match, on a fait le match qu'on a pu faire, voilà. Et les garçons se sont accrochés, on était bien organisés, ils ont respecté les consignes, on a laissé très peu d'espace à cette équipe rémoise qui, dès qu'il y a le moindre espace, sait s'en saisir. Voilà, ils ont eu très peu d'occasions, donc à partir de là, et nous on en a eu quelques-unes malgré tout aussi. Je ne vous dis pas qu'on a eu une domination éclatante, je dis simplement qu'on a eu quelques situations, mais que l'objectif c'était surtout de ne pas s'envoyer en l'air, il faut être honnête, voilà. Donc le jour où on aura un peu plus de force ou de fraîcheur ou de tout ce que vous voudrez, on pourra peut-être avoir plus d'ambition dans le jeu, mais pour l'instant c'est un peu limité par rapport au fait qu'on joue tous les 3-4 jours. Et oui, Thierry Lauré rappelait que cette équipe de Strasbourg joue tous les 3-4 jours, donc forcément pour avoir des hommes frais le week-end, c'est toujours plus compliqué. Dernier match de cette deuxième journée, c'est le Paris Saint-Germain
qui se déplaçait du côté de Rennes. C'était l'affiche du trophée des champions, la victoire des Parisiens. Mais rappelez-vous qu'en Coupe de France, Rennes s'était imposé devant le Paris Saint-Germain. Donc Rennes pouvait s'imposer devant Paris. Eh bien, c'est chose faite. Rennes s'impose 2-1. Ce sont pourtant les Parisiens qui vont ouvrir la marque par leur attaquant uruguayen Edinson Cavani, 37e minute de jeu. Il avait déjà mis une tête sur le poteau juste avant. Et ensuite, c'est le Sénégalais Mbaye Niang qui était prêté par le Torino et qui a été acheté du côté de Rennes, un bon achat en tous les cas, qui va inscrire un but en se retournant dans la surface, 44e minute de jeu. Là, c'est quand même une erreur défensive, car un joueur qui arrive à se retourner dans la surface, c'est toujours ennuyeux pour un défenseur. Et ensuite, c'est Romain Del Castillo, 48e minute de jeu, sur un bon centre d'un jeune joueur de 16 ans, Eduardo Camavinga. Il met un super centre, hein, il a fait surtout un super match à 16 ans. Donc là, on sent de la graine de champion, mais attention, il faut prendre soin de ces jeunes joueurs. Et 48e minute de jeu, c'est Del Castillo qui, pour son premier but en Ligue 1, offre la victoire aux Rennais et plonge un petit peu Paris dans le doute, même si ce n'est que la deuxième journée. Mais c'est toujours un petit peu ennuyeux. On va écouter la réaction de Julien Stéphan. Il revient justement sur ce jeune joueur, Eduardo Camavinga, et la façon dont il va le gérer tout au long de la saison, car c'est pas forcément toujours simple. Et on va écouter également Thomas Tuchel qui dit, on lui pose la question de l'état d'esprit, il dit non, pas de problème d'état d'esprit, on est toujours compétitif forcément. Une équipe comme Paris ne fera pas souvent deux matchs comme celui d'hier, mais dans l'envie, ils n'étaient pas là, les Parisiens, on les a pas sentis, c'est comme ça, c'est des matchs de début de saison, mais je pense qu'ils vont vite se reprendre. Ce sera peut-être dommage pour l'adversaire qui va arriver justement après. Ce sera donc Toulouse ce dimanche 25 août. Ça va être peut-être compliqué pour les Toulousains car les Parisiens vont avoir à cœur de se reprendre. Eh bien, on écoute justement Julien Stéphan et Thomas Tuchel, les deux entraîneurs de Rennes et du PSG. On lui parle. C'est quelqu'un qui est aussi très bien construit sur le plan intellectuel, qui sait se remettre en question, qui sait se poser les bonnes questions. Il a fait un match, en effet, comme l'ensemble de l'équipe, très intéressant. Je vais devoir le gérer pendant la saison, c'est une évidence, puisque ça reste un jeune joueur. Pour l'instant, il est en bonne forme, il est en bon état de fonctionner, comme ses coéquipiers. Donc on va lui parler, comme on le fait souvent, comme on le fait aussi avec tous les joueurs, pour qu'il puisse grandir en toute sérénité et dans les meilleures conditions. C'est toujours comme ça, on manque un résultat et voilà, depuis Manchester United, on manque l'état d'esprit. Non, c'est pas comme ça. Mais ce sont des matchs durs. L'année dernière, on a gagné tous les jours, mais je peux... what is remember? Souvenir. Je peux souvenir des matchs à Guingamp, à Nîmes. C'était 5-6 occasions grandes pour les autres équipes, et c'était aussi très heureux de gagner. Et c'était pas comme ça aujourd'hui. Et c'était pas comme ça contre Nîmes. Mais on a des difficultés de créer beaucoup d'occasions, de créer des situations avec un 1 contre 1 offensivement, et on manque un peu de capacité de gagner ou jouer avec confiance chaque 1 contre 1 défensivement. Et si on joue très haut comme ça et ferme des espaces très très hauts, ça peut être dur. Et c'était clair pour moi. Pour ça, c'est super dommage que Thilo Kehrer est blessé, parce qu'il est avec nous pendant 6 semaines. Il a la capacité de jouer peut-être aujourd'hui avec un 2 contre 2. Mais avec Marquis, avec Tia, on prend beaucoup de risques. Mais pas d'autre choix. C'est comme ça, mais on ne manque pas d'esprit compétitif. On ne manque pas d'esprit compétitif. Thomas Tuchel n'est absolument pas d'accord avec ça. Je vous donne le classement après ces 2 premières journées. 3 équipes en tête avec 6 points. En tête Lyon, suivi de Nice, Rennes. Ensuite, on retrouve pas moins de 4 équipes avec 4 points. De la 4e à la 7e place, Metz, Reims, Saint-Étienne et Toulouse. Ensuite, on retrouve les équipes à 3 points. De la 8e place à la 11e place, il y a... le Paris Saint-Germain, Amiens, Lille et Angers.
Ensuite, 2 équipes avec 2 points, 12e et 13e, Brest et Strasbourg. Ensuite, on retrouve 14e, 15e, 16e et 17e avec 1 point, Montpellier, Nantes, Bordeaux et Marseille. Et ensuite, 3 équipes à 0 points, 18e, 19e, 20e, Dijon, Nîmes et Monaco. Au classement des buteurs, 2 Lyonnais sont en tête, même on va dire 3 joueurs sont à égalité avec 3 buts. Moussa Dembélé, le Lyonnais, Memphis Depay, le Lyonnais également, et Habib Diallo, le Messin. Prochaine journée, ce samedi 24 août. Ce sera donc la 3e journée. À partir de 20h, 4 rencontres. Il y aura Dijon-Bordeaux, Angers-Metz, Amiens-Nantes et Brest-Reims. La 3e journée va être morcelée en plusieurs... justement en plusieurs rencontres. Ce dimanche 25 août, on retrouvera Monaco-Nîmes à 15h, Strasbourg-Rennes à 17h, le Paris Saint-Germain recevra Toulouse à 21h. Le mardi 27 août, on aura donc la poursuite de cette 3e journée avec Montpellier-Lyon à 19h. Mercredi 28 août, Lille-Saint-Étienne à 19h, Nice-Marseille à 21h. Et on vous donnera le programme de la 4e journée à ce moment-ci. Eh bien, je pense qu'on a tout dit. Non, peut-être pas. Une petite info aussi transfert. On annonce, entre guillemets, Paulo Dybala du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être un montant de 80 millions d'euros. Pour le moment, il n'y a rien de sûr, bien évidemment. Les transferts vont au bon train. Et puis également Schalke qui veut également, en tout cas... voudrait bien avoir Stanley Nsoki. Donc, c'est vrai que Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, a rendez-vous avec l'OGC Nice ce lundi pour conclure un éventuel transfert. Mais le défenseur polyvalent a été prié de se présenter à ce rendez-vous sans agent. La raison, comme nous l'indique Maxi Foot, Nsoki a récemment décidé d'en changer pour rejoindre Rogon, l'agence qui gère les intérêts des Allemands du PSG. Et ce n'est donc pas un hasard si le quotidien régional Le Parisien annonce ce lundi la piste menant à Schalke 04 pour le Titi parisien. Bien implanté dans la formation de Bundesliga, la structure tente certainement d'y placer son joueur, mais Nice semble pour l'instant avoir une longueur d'avance dans ce dossier. Toujours d'après l'équipe, Rennes se serait également renseigné. Donc c'est une affaire à suivre au rayon des transferts. Et c'est vrai qu'on a annoncé aussi Paulo Dybala du côté de Paris. En tous les cas, ça serait une sacrée arrivée si Neymar reste du côté du Paris Saint-Germain. Donc ça, on n'en sait pas plus pour le moment. Je vous propose de refermer cette page Ligue 1. Vous êtes toujours sur Shalom Besançon, sur le 99.5, où vous pouvez nous écouter, également sur radioshalombesançon.com. Vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux. Vous allez sur ma page Facebook Frédéric Chevassu ou sur la page Soyons Sport. Et également, vous pouvez nous contacter en direct au téléphone au 03 81 50 67 51. N'hésitez pas, mais ce soir, je vous demanderai d'appeler au moment où on passe des sons, parce que comme je suis un peu seul en studio, on sera un peu plus nombreux, je pense, lundi prochain. Là, c'était un peu compliqué, donc je vous en remercie d'avance.